Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal dans l'actualité de ce 15 avril. Opération transparence du gouvernement Ayrault qui dévoile ce soir les patrimoines de nos 37 ministres. Une première en France. Sur l'échiquier politique, ça bouge au nouveau centre. Sophie Oconi ne sera pas candidate à sa succession. Deux candidats briquent donc la présidence du parti en Indre-et-Loire. On fait le point ce soir. Le tour du Loir-et-Cher marqué par l'infarctus de Bernard Pernet qui va beaucoup mieux aujourd'hui. C'est l'Allemand Tino Thomel qui a remporté la dernière étape. Nous reviendrons sur cet événement à la fin de ce journal. Bonsoir, opération transparence du gouvernement Ayrault. Quelle est la véritable valeur des portefeuilles de nos 37 ministres? Ce soir, le gouvernement rend public les patrimoines de nos ministres, mais certains avaient choisi de prendre les devants. C'est le cas notamment de Marisol Touraine qui avait, comme ses collègues Arnaud Montebourg ou Cécile Duflot, dévoilé vendredi le contenu de son patrimoine. Quel est l'impact chez les habitants? Dans son canton, à Montbazon par exemple, Aurélie Renaud est allée recueillir quelques réactions. Je suis propriétaire avec mon mari d'un appartement dans le 13e arrondissement. Je suis personnellement par ailleurs propriétaire d'autres biens immobiliers. Je suis donc redevable de l'ISF. C'est au micro d'RTL que Marisol Touraine s'est pliée à l'exercice de la fameuse transparence. Une annonce qui n'a pas fait grand bruit à Montbazon. Le patrimoine de la ministre, même ici dans son fief, ne fait pas partie des préoccupations. Ils s'en fichent un peu de son patrimoine. Voilà, je pense qu'ils attendent plutôt des choses concrètes au gouvernement plutôt que de savoir ce que les gens ont en leur possession et si c'est gagné honnêtement ou pas. En plus, ça a été une des premières à dire ce qu'elle avait. Je pense pas qu'elle ait caché quoi que ce soit. Mais je répète, les gens en fait s'en fichent un peu, quoi. Les discours que je peux avoir entendus ici, les gens en parlent, le disent une fois et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Comme Laurent Fabius et Michel Delaunay, Marisol Touraine fait partie des 3 ministres qui paient l'impôt de solidarité sur la fortune. Ici encore, une ministre redevable de l'ISF dans un gouvernement socialiste ne déclenche aucune polémique, bien au contraire. Ça m'est totalement égal, je dirais. Chacun a son patrimoine, chacun a son vécu. Et puis, je pense qu'il y a d'autres choses à faire que de parler de ça. Non, ça ne me gêne pas. Au contraire, plus de gens paieront l'impôt sur la fortune, mieux ce sera. C'est toujours des impôts qui rentrent pour l'État, donc ça remplit un peu les caisses. Donc plus il y en aura, mieux ce sera pour le pays. À la suite de son annonce, Marisol Touraine a même renchéri. Je cite, « La transparence ne me pose pas de difficulté. Communiquer son patrimoine quand on est élu ou ministre fait partie des choses assez normales. L'essentiel, c'est le travail fait au service des Français. » Et à la fin de ce journal, nous en parlerons avec Laurent Baumel, le député socialiste, sera l'invité de la rédaction ce soir. Les opposants au mariage pour tous se radicalisent. C'était à Tours samedi matin. Vous le voyez, une cinquantaine de manifestants a répondu présent à l'appel du printemps français. Un groupuscule très proche de Vox Populi, une proximité entre les groupuscules d'extrême droite et les opposants de la manif pour tous qui devient gênante à Tours. Même si les porte-parole de la manif pour tous s'en défendent, ils se sont donné rendez-vous rue Nationale ce soir à 19 h pour une manifestation spontanée. L'ouverture de la ligne du tram annulée ce matin, reportée à mercredi 8 h. Le tramway partira de la plage Choiseul terminus à Joué-les-Tours. Un rendez-vous que beaucoup attendent impatiemment. Brian Bock. Les Tourangeaux peuvent être rassurés, l'arrivée du tramway ne bouleversera pas les prix des transports. Les élus du syndicat des transports en commun ont voté une augmentation légère de 1,40% sur les prix appliqués par le réseau. Un sujet que nous découvrirons un petit peu plus tard. Et sur l'échiquier politique au centre, les égos s'affirment et les projets se dessinent. Sophie Oconi, la présidente du nouveau centre d'Indre-et-Loire, ne sera pas candidate à sa succession. Deux candidats, Xavier Datteux et Joël Pellicot, briquent aujourd'hui la présidence du parti. On fait le point avec Romain Delville. Sophie Oconi s'est ravisée. La députée européenne ne se présentera pas à sa succession comme présidente du nouveau centre d'Indre-et-Loire. Elle va se consacrer à la consolidation de l'UDI. Nous sommes en train de construire un UDI qui représente aujourd'hui pour la totalité des adhérents environ 400 membres et que par ailleurs mon association Femmes au Centre représente près de 250 membres. Donc un très bon mandat. Ce n'est pas le constat dressé par Xavier Datteux qui brigue la présidence du nouveau centre 37. L'ancien candidat sur le canton Tours Nord-Ouest a fait les comptes. Il a fait adhérer une centaine d'adhérents prêts à le suivre.
Quand Mme Oconi a été élue, il y avait 240 adhérents en Indre-et-Loire. En septembre 2012, il n'y en avait plus que 40. Donc il y a eu une fuite effrénée des adhérents de ce parti qui me tient à cœur, dont la cause sont multiples, le manque de travail vers les adhérents pendant 2 ans et essentiellement la position par rapport à Guillaume Pelletier pendant les élections législatives, qui a été totalement incomprise par une grande partie de nos adhérents. Face à lui, Joël Pellicot, ancien conseiller général, ancien conseiller régional, ancien suppléant du député Philippe Briand, ne goûte guère la méthode. Il entend faire reporter l'élection. Quelque part, il y a une volonté de bousculer un peu les choses, de renverser un peu la table. Bon, pourquoi pas, mais il faut le faire dans les règles, pas n'importe comment. Et je pense que pour le nouveau centre, pour le parti politique et pour la fédération d'Indre-et-Loire, c'est pas une bonne chose que de laisser faire ce genre de choses. Il faut mieux qu'il y ait une transparence totale et que ça se fasse dans un délai un peu plus long, où il y aura effectivement prise en compte de la totalité des choses. L'actuelle présidente du nouveau centre 37 partage ce point de vue et a demandé au siège du parti de reporter de quelques semaines l'élection du futur président. Et l'ouverture de la ligne du tram, donc annulée ce matin, reportée à mercredi matin. Rendez-vous incontournable que beaucoup attendent impatiemment. Le sujet de Brian Bock. Cette image, nous l'avions découverte le 25 mars dernier. Le tram empruntait pour la première fois l'avenue de la Tranchée. Il devait aujourd'hui franchir le pont Wilson. Cela n'a pas été le cas. À Cité Tram, pour le directeur du projet, les conditions techniques n'étaient pas optimales. Sans rendre publiques les raisons de son choix, il repousse les essais vers le sud de l'agglomération à mercredi prochain. On aurait pu ouvrir la ligne. Mais encore une fois, moi en tant que responsable, vous savez, hein, quand il y a un problème, il est trop tard. Donc ça s'appelle de la prévention. J'aurais pu, je n'ai pas souhaité, parce que je n'ai pas eu toutes les garanties. Certaines finitions sur les voies de tram restent encore à réaliser. Comme ici, sur le pont ferroviaire de l'avenue Gramont, les joints d'étanchéité sont à refaire. Mais ces travaux ne sont pas la cause du report des essais. Si je n'avais pas donné un compte-rendu, ça aurait été fait. Donc ça n'a rien à voir avec le retard, le décalage que j'ai orchestré pour qu'on passe de lundi à mercredi. C'est donc mercredi à 8h précises que le tram empruntera le pont Wilson. Il sera tracté pendant 1 heure jusqu'à la gare. De là, il pourra repartir vers le Sanitas en toute autonomie grâce à l'alimentation des caténaires. La rame d'essai finira sa route à jouer les tours vers 11h30. Et on passe à l'actualité sportive. Ça se complique pour le TVB, demi-finale du championnat de France. Le TVB n'a remporté qu'un seul de ses face-à-face contre Narbonne. Après sa victoire de vendredi 3-7-0, ce fut la défaite pour les Tourangeaux samedi soir, 3-7-2 pour Narbonne. Et le week-end prochain, eh bien, c'est au tour du TVB de se déplacer à Narbonne pour de nouveaux matchs déterminants. Vous l'aurez compris. En football, maintien assuré pour le Tour FC en Ligue 2, donc après s'être imposé 2-0 face à Guingamp, le prétendant à la montée. 2 buts, vous le voyez, pour cette 32e journée de Ligue 2. Ils sont signés Bergogneau et Berenguer. Le Tour FC est donc 11e au classement. On écoute l'entraîneur qui est forcément très content. On s'incline, on dit bravo, bravo monsieur Bergogneau. Un point, voilà. Il en a marqué d'autres très beaux cette année. Si c'est Messi qui les marque, on les voit en boucle toute la semaine. Donc on sait qu'il a cette qualité-là, ce talent-là, voilà. C'est sa force. Et donc le prochain match, ce sera à Guignon contre le Gazélec d'Ajaccio. Il a remporté la dernière étape du Tour du Loir-et-Cher, l'Allemand Tino Thomel de l'équipe NSP Ghost. Au départ de Blois hier, le maillot jaune est arrivé avec 9 secondes d'avance sur le second. C'était donc, vous le voyez, très serré. Et cette 54e édition, cette année marquée par l'infarctus de Bernard Thévenet, tout va nettement mieux aujourd'hui pour lui, mais à Angers, bien quelques heures avant le malaise de cet ancien champion, la commune avait le cœur à la fête. Coureurs, famille, un dimanche où sport, soleil et bonne humeur se sont côtoyés gaiement. Jérôme Alain était sur place. Bernard Thévenet, parrain de l'épreuve, était bien présent samedi à Angers à quelques minutes du départ de la 4e étape. Avant d'être transporté par hélicoptère vers l'hôpital de Tours pour un malaise cardiaque, il évoquait à notre micro l'épreuve cycliste loire-et-chérienne. C'est un bon niveau quand on voit tous les étrangers qui sont là et qui trustent aussi les premières places. Je pense que c'est vraiment un niveau très relevé, c'est une course qui est très difficile.
L'ambiance en tout cas était à la fête à Angers, commune qui depuis quelques années a pris rendez-vous avec ce Tour du Loir-et-Cher, une course par étapes présente depuis 1960 sur les routes du département. Très heureux d'être sur le Tour du Loir-et-Cher. Vous vous rendez compte, 54 ans. Il y a peu d'associations de ce genre qui ont résisté partout en France. Donc c'est formidable, c'est pour ça aussi que c'est la fête. Ce qui est extraordinaire, c'est que Angers est l'étape qui sort le gagnant, parce qu'Angers c'est l'avant-dernière étape, et l'avant-dernière étape, tout le tour se joue à Angers. Hein, le dimanche à Blois, c'est réellement la détente, ça fait comme les Champs-Élysées à Paris. Et même s'il est encore trop tôt pour le dire, ce Tour du Loir-et-Cher s'est souvent inscrit comme un bon révélateur de talent. Samedi à Angers pour le départ, les spectateurs eux étaient en quête de photos et d'autographes, et souvent tous amoureux du vélo. J'ai même participé à la caravane l'année dernière du Tour du Loir-et-Cher, donc très intéressant et puis surtout très combatif avec des sportifs de haut niveau, quoi. C'est sympa, ça fait connaître les coureurs, les nouveaux coureurs, tout ça. C'est un bon souvenir quand Turushoff a gagné, en je sais pas quelle année. Eh bien Claude, c'était en 1999 que le Norvégien Turushoff s'imposait à Blois et remportait l'édition avant de passer professionnel. Certains coureurs présents cette semaine sur les routes du département auront probablement la même destinée, peut-être notamment le sprinter et maillot jaune allemand Tino Tommel, qui finalement va l'emporter. Samedi, les enfants étaient aussi tout fiers de sortir leur vélo pour participer à une mini-course sur le parcours emprunté un peu plus tôt par les quelques 160 coureurs de ce 54e Tour du Loir-et-Cher. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, le député socialiste Laurent Baumel. À tout de suite.